avoir une minorité de blocage possible pour bloquer un texte. Et notamment, c'est le cas, par exemple, on parlait tout à l'heure de la taxation sur les transactions financières, mais on peut parler aussi, vous en avez sans doute entendu parler, des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, ce sont des endroits où les entreprises qui ne veulent pas payer d'impôts vont se cacher, sauf qu'elles vont bénéficier, par exemple, je prends, je sais pas, une entreprise de transport qui va bénéficier des infrastructures routières, qui va bénéficier de la formation professionnelle en France pour ses chauffeurs ou autres, etc. Et qui va décider, pour ne pas payer d'impôts, d'aller s'installer à Jersey. Alors évidemment, le problème c'est d'abord que si tout le monde fait ça, plus personne ne va payer les infrastructures routières, plus personne ne va payer l'école, plus personne ne va payer la formation, ça va poser un problème. Elle va se planquer à Jersey, et là Jersey c'est un paradis fiscal. Donc, pourtant vous voyez où c'est, hein, Jersey, c'est vraiment dans la Manche, entre la France et les îles britanniques, cette fois-ci c'est bien les îles britanniques. Et moi j'habite à Saint-Malo, c'est à 1 heure de bateau de Saint-Malo, hein, c'est vraiment rien du tout. Et pourtant il y a dans les banques installées là-bas des paradis fiscaux, c'est-à-dire qu'on s'installe là, on met son argent et puis on ne paye plus d'impôts ailleurs. Et donc il y a une lutte des Européens, de presque tous les Européens, si je puis dire, contre ces paradis fiscaux, parce qu'évidemment, que ce soit les Allemands, les Français, tout le monde y perd au final. Le problème, c'est qu'il y a 2 pays qui ont bloqué, 2 pays sur 28, l'année dernière, le Luxembourg et l'Autriche, parce que ce sont des pays où il y a une forme de paradis fiscal. Donc il y a toute une série de textes, encore aujourd'hui, malgré tout ce que je vous ai expliqué sur le fait que maintenant le Parlement peut plus co-législateur et participe plus, que vous confirmez Paul à l'instant, mais il y a encore toute une série de choses, dont la fiscalité, dont les droits sociaux, qui, eux, connaissent des majorités qualifiées. Si vous voulez, c'est vrai qu'avec un règlement, si je prends le dernier sur lequel j'ai travaillé de façon complète, c'est les installations classées de protection de l'environnement, c'est lié à l'agriculture. Eh bien, entre l'annonce politique qui a été faite et le règlement terminé, il s'est passé 9 mois. Et c'était qu'une partie, un règlement, c'était même pas une loi. De réduire les inégalités, effectivement, puisqu'on est dans un monde où, petit à petit, et là, on a des grosses inégalités entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Donc des inégalités qui se résorbent petit à petit. Oui. Essayer de faire une zone qui soit à peu près cohérente. C'est surtout un niveau économique. Alors, vas-y, explique. La zone euro, avoir un euro, c'est important. C'est mieux d'avoir une monnaie commune qui soit plus forte que d'autres. C'est très important ce que tu dis, parce que effectivement, il y a une... En fait, si on se pose la question à quoi ça sert, alors, au début il y avait la paix, mais aujourd'hui c'est plus tellement ça l'enjeu. Et effectivement l'enjeu il est surtout économique. On voit quand on regarde la planète, et quand on regarde les forces en présence sur la planète, on voit plus que des États-continents. Amérique du Nord, Amérique du Sud, la Chine, l'Inde, la Russie, ce sont des États certes, dont tu parles, mais tellement énormes. Et de l'autre côté, nous, on a plein de petits États sur un seul continent, mais plein de petits États. Et si on prend les États seuls, économiquement, ils pèsent rien. Si on prend les États européens ensemble, c'est la plus grosse force économique de la planète. Aussi bien en solvabilité qu'en PIB, qu'en tout. Vraiment, c'est la plus grosse valeur de production et de solvabilité de la planète. Donc ça prend tout de suite un poids considérable, a fortiori avec une monnaie unique, comme tu l'as dit, même si elle est unique sur une zone restreinte, puisqu'elle n'est pas partout. Mais en tout cas, c'est sûr que un des enjeux majeurs de l'Union européenne, c'est de pouvoir devenir, comme ce qui se fait ailleurs sur la planète, un État-continent qui puisse peser
dans les discussions commerciales, dans les discussions, pas que d'ailleurs, pas que commerciales, mais aussi internationales, militaires aussi. À terme, c'est ça les enjeux, c'est très clair. Et je le dis souvent moi, que si aujourd'hui un ministre français voulait se lancer dans un bras de fer avec une multinationale, tout seul, il la fait. Tous ensemble européens, on la gagne. Ça a été le cas par exemple sur les panneaux solaires chinois, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où chacun se démenait depuis des années avec l'invasion de panneaux solaires chinois, et il a fallu au final que la Commission européenne et l'Europe résistent pour que enfin on puisse bloquer l'invasion de panneaux solaires qui de surcroît n'étaient pas de bonne qualité en provenance de Chine. Mais c'est tout à fait ça. L'enjeu, c'est l'enjeu économique. Après, il y a un enjeu d'égalité entre les pays de l'Union européenne, parce qu'effectivement, il y a les pays plus pauvres du Sud qui sont arrivés, mais là, l'équilibre s'est à peu près stabilisé. Et puis les pays de l'Est, dans un deuxième temps, au traité de Nice. Et là, c'est vrai qu'on le voit bien sur les salaires, justement. Vous parlez de salaire minimum. Il y a des pays où le salaire est encore à moins de 300 € au mois. Et que si on ne rectifie pas ça, d'où les enjeux sociaux et de rééquilibrage, si on ne résout pas ça, on va, comment dire, les peuples européens vont s'énerver les uns contre les autres plutôt que de se réconcilier les uns avec les autres. Donc on n'aura pas réussi le challenge. Oui. Est-ce qu'un jour il y aura des États-Unis d'Europe, un peu comme en Amérique, avec une langue commune, un président commun, comme ça? Est-ce que tu connais la devise? Vas-y, pardon. C'est comme si ça pouvait faire un grand pays comme les États-Unis. Ça pourrait un jour, ça? Moi je dirais oui et non. Oui, enfin non d'abord pourquoi? Parce que la devise de l'Union européenne, c'est... Tu la connais, non? Quelqu'un la connaît? La devise de l'Union européenne, c'est unis dans la diversité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est tous ensemble, mais pour autant, on assume nos différences. On a, je ne sais plus, 24 langues parlées, officielles. Ça veut dire plus de langues. Par exemple, le breton n'est pas de langue précise. C'est une erreur. Donc, mais par contre, 24 langues officielles et sûrement je dirais une cinquantaine de langues parlées, à peu près, donc c'est quand même énorme. Et ça, c'est important pour les Européens. C'est-à-dire, on ne veut pas tous parler anglais, ou tous parler français, ou tous parler allemand. On veut parler tous plusieurs langues. En revanche, États-Unis, oui, je le pense. Enfin, je pense quand je disais tout à l'heure, il faut qu'on sorte de l'intergouvernemental et qu'on devienne de plus en plus une démocratie qui n'est pas de minorité de blocage, qui n'est pas tout ça. C'est un peu ça au final. Déjà, on a une seule banque centrale, on a une banque centrale européenne, on a un parlement, on a déjà beaucoup de ces atouts-là. Une autre représentant des affaires étrangères, qui devrait être comme un ministre des Affaires étrangères, mais malheureusement, son pouvoir est complètement anéanti par le fait que il faut que les deux tiers du Conseil soient sur la même position. Donc, autant dire que pour que 2 tiers du Conseil soient sur la même position sur les questions de politique étrangère, ça n'arrive pas. Mais effectivement, je pense très sincèrement que tout ça est en marche. C'est en marche. Moi, je ne le connaîtrai peut-être pas, vous, j'espère que vous le connaîtrez, parce que je pense que ça sera un aboutissement extraordinaire que de se retrouver justement dans un État-continent avec toute la diversité des langues, avec toutes les cultures, avec les histoires, et puis la possibilité, plutôt que une citoyenneté multipliée, puisque vous serez, j'espère, citoyen européen, point barre. Déjà, on l'est en partie, hein, votre passeport, si vous regardez votre passeport, c'est un passeport européen. Mais cette citoyenneté, aujourd'hui, par exemple, on peut voter au municipal, par exemple, si on avait une amie polonaise qui habitait en France, elle pourrait voter aux élections municipales en France ou aux élections européennes. Mais par exemple, elle ne pourrait pas voter
ni au cantonal, ni au régional, ni aux élections nationales. Elle ne pourrait voter que pour les municipales. Bon. Voilà, après, je pense que ça aussi, dans le temps, si on habite tel endroit, bon. Et puis surtout, ma conviction surtout profonde, c'est que c'est nécessaire pour pouvoir peser dans le monde, dans une économie qui est complètement mondiale. Au traité de Nice, où il y a eu donc l'adhésion des anciens pays de l'Est suite à la réunification de l'Allemagne, et finalement, justement, on n'a pas posé de conditions de rééquilibrage social, par exemple, et aujourd'hui, on le subit encore. En même temps, il y a des politiques européennes qui servent à ce rééquilibrage. Donc la question, c'est la plus brève. Il y a ce qu'on appelle des fonds structurels. On leur donne des fonds structurels plus importants. Par exemple, pour faire des routes, pour faire des infrastructures des universités, toutes les infrastructures que vous connaissez en France et qui manquaient ou étaient en mauvais état dans d'autres pays. Chaque pays qui doit rentrer dans l'Europe est quand même obligé de respecter les droits de base sur les... Pas tous, pas toute la charte quand même. Et c'est nous qui débattons en fait. Parce que quand même au niveau démocratique et au niveau des droits de l'homme, ça pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes, par exemple dans les discussions avec la Turquie. Oui, je suis d'accord. Je pense que ça monte les pays vers le haut, globalement. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se rapprochent d'un niveau d'exigence de droits de l'homme qui est élevé. Mais en même temps, c'est dommage, ils ne sont pas obligés de tout accepter. On peut multiplier les statuts associés, les statuts de coopération. Autant je pense qu'il faut déjà mettre à niveau les pays européens entre eux pour, comme vous disiez, accéder à cette égalité des pays européens. Le pays peut sortir de l'Europe quand il veut ou quand il a été soumis à une charte? On va le voir bientôt puisque David Cameron, Premier ministre britannique, a proposé qu'il y ait un référendum en 2017. Enfin, c'est pas bientôt, mais enfin c'est dans 3 ans. Et donc, effectivement, le Royaume-Uni va voter. Alors eux, c'est compliqué parce que déjà l'Écosse va voter pour savoir si elle veut son indépendance au sein de la couronne britannique. Et ensuite, les Britanniques vont voter pour savoir s'ils veulent ou pas rester dans l'Union européenne. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, l'Écosse, parce que bon, les îles britanniques ne sont pas dans l'euro, et donc ils sont à livre sterling. Et le Royaume-Uni a dit à l'Écosse, si jamais vous votez pour l'indépendance, vous n'aurez plus la livre sterling, et vous serez obligé d'aller à l'euro. Les Écossais leur ont répondu très bien, comme ça la dette du Royaume-Uni, vous la paierez en livre sterling et nous ne la paierons plus. Et il y a une bonne ambiance en ce moment au Royaume-Uni. On a réussi d'ailleurs année après année, notamment depuis la crise de 2008, depuis la crise économique de 2008, à voter des directives pour assainir le système bancaire. D'ailleurs, le débat a lieu en ce moment sur la séparation des banques de crédit et des banques d'investissement. Mais de manière générale, on a quand même avancé sur le système bancaire. Et là, on croyait vraiment, quand il y a eu les 2 voies de blocage, on croyait vraiment qu'on y était. Ça ne veut pas dire que rien ne se fait. Ça veut dire qu'on n'a pas pu aller au bout du processus. Après, je ne vois pas, moi, une autre manière. Il y a la conviction, je pense qu'on y arrivera, si vous voulez, je pense qu'on y arrivera. Mais je ne vois pas, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, d'autre manière que de modifier les institutions.